Quelle école pour devenir thérapeute en nutrition? Quelles sont les matières qui y sont enseignées? La formation est-elle difficile? Un thérapeute en nutrition est-il reconnu par le système de santé? Nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous avez été nombreux à me questionner sur ma formation. Donc, grosse vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je suis devenue thérapeute en nutrition, en quoi consiste la formation que j'ai suivie et pourquoi j'ai choisi par la suite de mettre en avant le HCLF dans ma pratique. Je vais essayer d'être la plus concise possible et ne pas trop m'étaler parce que vous me connaissez, j'ai tendance à partir dans tous les sens. En lançant ma chaîne YouTube, j'étais simplement partie dans l'idée de faire des vidéos pour mes patients, on va dire, afin qu'ils puissent avoir une espèce de boîte à outils en marge de mes consultations, afin de pouvoir me concentrer sur les points les plus importants lors de nos séances. Et je les envoyais ensuite vers mes vidéos pour qu'ils puissent approfondir par eux-mêmes certains sujets. Je vous dis ça dans le sens où YouTube, c'est pas mon métier. J'adore transmettre, j'adore aider les gens et du coup, ma chaîne s'est développée et elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je n'ai pas réalisé en fait que vous aimeriez peut-être savoir quel est mon métier et quelle formation j'ai suivie. Pour le dire autrement, j'ai jamais ressenti le besoin de me légitimer là-dessus, de justifier ma formation. Parce que pour moi, YouTube, c'était un peu accessoire. Mais voilà, je remarque de plus en plus l'empressement de certains, surtout à la suite d'une des dernières vidéos que j'ai sorties. C'était donc le moment de mettre les choses au clair. Je voulais être précise dans cette vidéo. D'ailleurs, je me suis fait un petit plan. Et je voulais pas seulement en fait vous dire « j'ai suivi une formation de thérapeute en nutrition dans une école de naturopathie » parce que ça, tout le monde peut le prétendre. Et une formation en école de naturopathie, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il est important de savoir plusieurs choses. Le nombre d'heures de formation que la personne a suivi, si la formation est reconnue, quel est le titre obtenu, quelles matières ont été enseignées, etc., etc. Soyez attentif au diplôme du thérapeute que vous consultez. Normalement, il doit l'afficher dans son cabinet ou vous le présenter sur demande. Méfiez-vous aussi des formations qui ont été faites il y a très longtemps dans des écoles, par exemple, qui n'existent plus actuellement. Pour ma part, je ne peux évidemment que vous parler de la formation qui est donnée en Suisse. Je sais qu'en France, c'est beaucoup moins poussé, surtout si ça fait quelques années, voire quelques décennies que la formation a été suivie. D'ailleurs, je suis allée voir les statistiques d'une école de naturopathie française qui apparemment est reconnue, je ne sais pas par quoi, parce que la naturopathie n'est pas reconnue par le système de santé, mais elle est reconnue, mais je ne sais plus par quoi. Est-ce qu'il y a une association des naturopathes ou quelque chose dans le genre? Eh bien, dans cette école, on est à 98% de réussite. C'est assez étrange, je ne sais pas trop quoi penser de ce chiffre, je dois dire. Mais bon, je ne me prononce pas là-dessus et de toute façon, je n'ai pas le temps de faire une enquête sur les formations de naturo en France. Ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est que la France ne reconnaît pas officiellement la naturopathie et que la sécurité sociale ne rembourse du coup pas du tout une consultation chez un naturopathe. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, car la formation est vraiment bien encadrée et très poussée. Je vais vous en parler juste après. J'ai ouvert mon cabinet il y a 4 ans, 2019, oui, il y a 4 ans, et j'exerce soit à mon cabinet, soit en visioconférence pour mes patients de Suisse, de France, de Belgique, du Québec, du Maroc, de la Réunion, etc. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Je suis aussi intervenante auprès d'une maison de naissance en ce qui concerne l'alimentation de la femme enceinte et le diabète gestationnel. On organise des soirées d'information en collaboration avec la sage-femme en chef et un physiothérapeute. Et quelques jours après la séance, je donne un atelier de cuisine pour que les femmes enceintes puissent mettre en pratique ce qu'elles ont appris lors de la soirée d'information. D'ailleurs, je donne, c'est pas vrai, en réalité je donnais parce que là j'ai de moins en moins de temps à consacrer à cette activité. Je donnais des cours de cuisine sous forme d'ateliers sur des sujets comme les protéines végétales ou la lactofermentation.
Il y avait une partie théorique et une partie ensuite mise en pratique. C'était super sympa, les gens avaient énormément de plaisir. Mon titre officiel, qu'est-ce que c'est? Ah, ça vous vous posez la question. C'est thérapeute en nutrition MCO. MCO pour médecine complémentaire occidentale. Je suis évidemment reconnue par le système de santé suisse. J'ai été formée en Suisse, dans une école de naturopathie à Colombier, dans le canton de Neuchâtel. Donc je fais partie de l'ASCA, qui est la Fondation suisse pour les médecines complémentaires. Cette fondation regroupe les psychothérapeutes, les physiothérapeutes, les acupuncteurs et toutes sortes de thérapies reconnues. Je ne sais pas si une telle association existe en France, mais je ne crois pas. En fait, c'est un organisme qui est sous la surveillance de la Confédération suisse, qui vise notamment à encourager la déontologie professionnelle. Évidemment, n'est pas thérapeute qui veut en Suisse. Pour être reconnu par les caisses maladie, j'ai dû attester d'une formation en 3 cycles. Le premier cycle est assez général, il porte sur l'anatomie, la pathologie et la physiologie. Le deuxième cycle concerne la spécialité que vous souhaitez exercer, pour ma part la nutrition. Et le troisième cycle est vraiment ciblé sur la physiopathologie, vu qu'un thérapeute est là pour guérir, pour traiter une maladie ou un problème. Cette formation équivaut à 1 millier d'heures, environ, je ne sais plus exactement le chiffre. Pour ma part, j'ai suivi 1 millier d'heures dans cette école et il en faut un certain nombre pour être agréé ASCA. Alors, je pourrais faire des heures supplémentaires pour apprendre par exemple à faire, je ne sais pas, des lavements, des purges, à faire des bains chauds, des bains froids, à faire des enveloppements. Je pourrais faire des heures supplémentaires pour arriver à 1200 ou 1400 heures. Mais ces techniques, de mon point de vue, sont inutiles si on adopte une bonne alimentation et du coup, elles ne m'intéressent pas. Et elles ne me serviraient pas de toute façon dans ma pratique. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, cette agrégation ASCA, c'est un peu la preuve, si on veut, qu'on a suivi une formation sérieuse. Chaque module de chaque cycle est validé par un examen. En anatomie, par exemple, on apprend tous les différents systèmes du corps humain, jusqu'à la cellule et son fonctionnement. En nutrition, on vous apprend la micronutrition, après toutes les sortes d'alimentation, alimentation du sportif, de la personne hospitalisée, de la personne qui a une ou des maladies graves, etc., etc. Et en physiopathologie, on étudie l'épidémiologie, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies infectieuses, la toxicologie, la psychopathologie, la génétique, l'embryologie, etc., etc. Bref, un paquet de sujets passionnants. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs de renom comme le docteur Jean Joyeux ou la doctoresse en neurosciences Sherine Fahim, un psychiatre, un gynécologue, gynécologue obstétricien, un docteur en pharmacie, j'ai plus tous les noms en tête, des médecins épidémiologistes et des naturopathes aussi, mais qui étaient également en parallèle des médecins allopathiques et même aussi en parallèle encore des médecins en médecine chinoise. Bref, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir une formation éclectique, tant au niveau de la matière enseignée qu'au niveau des professeurs qui nous l'enseignaient. À la base, j'ai un esprit scientifique et j'ai donc besoin de pouvoir appuyer mon savoir sur des bases solides et scientifiques. Je n'aurais clairement pas supporté une formation donnée uniquement par des naturopathes. Vous pouvez ensuite continuer la formation pour devenir naturopathe en suivant les cours, par exemple de phytothérapie ou alors d'autres modules comme le massage ou la kinésiologie. Mais ce n'était pas mon but. Ma passion, c'est vraiment la nutrition. C'est grâce à cette technique que j'aime aider les gens. C'est le premier pilier de la santé après tout. En plus, j'aime soigner la cause et pas le symptôme. Donc, même en ayant étudié d'autres méthodes, j'en serais revenue à un changement alimentaire, un changement de mode de vie chez les personnes qui seraient venues me consulter plutôt que de leur prescrire des compléments alimentaires, des jeûnes ou des lavements. L'agrégation ASCA ainsi que le maintien de l'agrégation, mais aussi son renouvellement d'année en année, est soumis au respect du règlement ASCA. C'est logique. On doit par exemple attester chaque année d'un certain nombre d'heures de formation continue. Donc chaque année, on doit suivre des cours en rapport avec notre discipline qu'il faut présenter à l'association. C'est comme pour les médecins en définitive. Eux aussi, ils doivent se former constamment. C'est simplement
pour rester dans le coup, pour rester à la page des nouvelles techniques, c'est logique, hein, pour rester à la page des nouvelles connaissances. D'ailleurs, à ma connaissance, ce n'est pas exigé pour les naturopathes français, hein, vu que de toute façon, ils ne sont pas reconnus par le système de santé. Ils n'ont pas l'obligation de continuer à se former. Et je pense que très peu le font. Et c'est bien dommage, parce que du coup, certains restent sur des dogmes naturaux d'il y a des dizaines d'années en arrière. Mais tout comme la médecine ou la science, la naturopathie évolue et on ne peut pas tenir pour acquis des connaissances trop anciennes qui souvent deviennent obsolètes. Tout ça pour vous dire qu'en Suisse, la formation et la pratique sont vraiment bien encadrées. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est une formation qui demande un véritable investissement. Certains domaines, comme l'épidémiologie ou la toxicologie ou encore la génétique, ce sont des domaines qui sont assez poussés. Nos professeurs sont pour la plupart des universitaires qui ont donc des exigences, des attentes assez élevées. J'avais déjà des notions scientifiques, par exemple de chimie et de chimie organique, avant de me lancer dans la formation. Je connaissais aussi la méthode scientifique, de par une formation précédente. Donc ça a été un peu moins compliqué pour moi. Mais il faut travailler, il faut réviser régulièrement. Et il faut vraiment être passionné, aimer apprendre. Personnellement, cette formation, je l'ai faite en parallèle de mon travail. Ça veut dire que j'y ai consacré une immense partie, la grande majorité de mes week-ends et de mes vacances. Si j'étais pas en cours, je révisais et je poussais mes apprentissages avec des lectures complémentaires. C'est possible évidemment de faire cette formation à temps plein. J'avais d'ailleurs une jeune fille dans ma classe qui faisait la formation complète de naturopathie à temps plein. Mais c'est rare de voir ça parce qu'en général, la naturopathie, c'est plutôt une reconversion professionnelle. Ah oui, encore une chose, j'ai failli oublier, heureusement que j'ai relu mes notes. En Suisse, si vous êtes diplômé en naturopathie, si vous avez fait tout le cursus, ça équivaut à un niveau bachelor universitaire. C'est pour vous dire qu'en Suisse, le niveau est élevé pour cette formation. C'est également une formation qui a un coût élevé. Ce n'est pas des frais d'immatriculation à l'université, hein. On parle ici de 15 000 francs suisses. Donc, avec le taux de change actuel, on est à 15 000 € environ, hein. Et ça, c'est seulement pour accéder au titre de thérapeute en nutrition. Alors imaginez combien ça coûte pour être naturo. Ça les vaut. Le coût est justifié, attention. Mais je n'aurais jamais pu financer cette formation si je n'avais pas un emploi très bien rémunéré en parallèle. Bon, par contre, attention. Cette formation, comme je le dis toujours, c'est une boîte à outils. C'est une base. Il ne faut pas hésiter à continuer à creuser, à lire des livres, à pousser sa curiosité toujours plus loin, parce que la formation vous permet de vous lancer, bien sûr. Vous pouvez vous lancer simplement avec ce qu'on vous a appris à l'école, hein, mais c'est pas très intéressant de travailler comme ça, enfin il me semble. C'est plutôt à vous ensuite de trouver votre propre voie et de continuer à vous former par vous-même. Et j'en viens donc naturellement à vous parler de comment j'en suis venue à m'intéresser au HCLF. Comme je vous le disais, en parallèle de ma formation, je lisais beaucoup de livres. J'adore lire, j'ai toujours adoré lire et apprendre. Alors, forcément ça aide, hein. Là, je ne vais pas vous mentir. Évidemment, à cette époque-là, j'étais déjà flexitarienne. J'avais beaucoup réduit ma consommation de viande avant de commencer ma formation. Et je suis tombée sur un livre appelé China Study, en français, l'enquête Campbell. Il me paraissait intéressant, ce livre, parce qu'il était bourré de références à des études scientifiques. Et en réalité, c'est normal, parce qu'il s'agit d'une méta-analyse, qui est le niveau de preuve scientifique le plus élevé. Ça regroupe plein d'études scientifiques. Donc, au lieu d'avoir une seule étude qui regroupe, allez, on va être gentil, 500 sujets, ça donne un ensemble de milliers de personnes au final, même de centaines de milliers de personnes. Bref. Comme je vous l'ai dit, j'ai un esprit scientifique et du coup, j'avais sous les yeux la preuve scientifique des bienfaits de l'alimentation végétale. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement entamé ma transition vers le végétarisme, puis le végétalisme. Je voulais faire les choses bien. Je l'ai fait en plusieurs étapes parce que je voulais vraiment réussir ma transition et pas faire ça sur quelques semaines et ensuite me dire c'est trop dur, allez, je reviens à la normale. Mais à cette époque-là, je ne connaissais pas encore le HCLF. Par contre, en cours, ça je me souviens bien, on tapait évidemment toujours sur les végétaliens, hein, comme partout ailleurs.
Donc moi, je faisais profil bas et j'essayais évidemment pas de convaincre mes professeurs ou mes collègues. Parfois, je tendais la perche, vous savez, avec une question ciblée ou une remarque qui démontrait les incohérences de certains discours que j'entendais. Mais bon, je voyais bien que de toute façon, j'étais seule contre tous. Donc bref, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et j'ai lu de plus en plus de bouquins de médecins américains comme Neil Barnard, Garth Davis, Michael Greger, qui traitent finalement de l'alimentation santé. Tous sont médecins, beaucoup sont médecins chefs dans des grands hôpitaux, responsables de services par exemple. Garth Davis est chirurgien bariatrique, spécialiste de l'obésité. D'autres sont cardiologues, etc. Alors, oui, je sais, les livres qui traitent de ce mode d'alimentation sont souvent de gros pavés. Et en plus des pavés en anglais. Mais je préfère des livres avec des informations bien sourcées, avec une multitude d'études scientifiques qui y sont citées, plutôt qu'un bouquin écrit par un vague naturopathe du fin fond de je ne sais où. Comme je vous l'ai dit, j'ai un esprit scientifique et il me faut des preuves solides. Ma foi, je suis comme ça. Je ne vais pas m'excuser. Je trouve que c'est déjà pas facile de trouver des études scientifiques qui parlent de HCLF, parce que personne ne veut les financer, ces études. Le HCLF, c'est la simplicité. Le HCLF, c'est la santé. C'est la bonne santé. Et la bonne santé, ça ne rapporte pas d'argent. Les malades, oui, ça rapporte de l'argent. Et voilà, puis forcément les études scientifiques, qui les financent? Les laboratoires pharmaceutiques, les industries de la viande, des produits laitiers, ces grands groupes. C'est pas le vendeur de bananes du Cameroun ou je ne sais où. Je sais pas où on vend les bananes, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, il faut creuser. Il faut ressortir les bouquins de biologie. Il faut s'intéresser de plus près aux organites cellulaires, par exemple, aux processus cellulaires et autres processus physiologiques de notre corps. Sinon, vous serez comme ces naturopathes ou ces thérapeutes en nutrition qui répètent les dogmes qu'ils ont appris. Et puis finalement, ils ne les comprennent pas. Mais ils répètent parce que c'est ce qu'on leur a appris. Et du coup, au fur et à mesure de ma formation, moi j'ai commencé à m'interroger, particulièrement sur le fait de savoir pourquoi, si nous mangions aussi sain que ça, comme on nous l'a appris en école de naturopathie, nous avions toujours besoin de divers compléments alimentaires, pour par exemple basifier le terrain. Pourquoi nous avions besoin de faire des purges, des jeûnes, des hydrothérapies du côlon, etc. Je me suis également intéressée à certaines pratiques qu'on avait abordées en cours, comme par exemple les cures de nettoyage du côlon, style Colo-Hygiena, que j'ai testé d'ailleurs pour en faire l'expérience et dont j'ai fait 2 vidéos. Et en étudiant plus profondément la physiologie, en écoutant les médecins spécialistes, gastro-entérologues dans ce cas-là, je me suis rendu compte que finalement beaucoup de techniques utilisées en naturopathie ne sont absolument pas nécessaires. Elles ne sont pas nécessaires si notre alimentation est adaptée à nos besoins. Et pire, certaines techniques, comme cette fameuse cure de nettoyage du côlon ou encore la cure du foie, parlons de la cure du foie. La cure du foie et de la vésicule biliaire, qui vise à soi-disant éliminer les lithiases biliaires, calculs biliaires, va en réalité créer des petits amas qu'on fera passer pour une expulsion de calcul alors qu'ils ont été créés par un processus chimique naturel à partir des ingrédients qu'on ingère lors de cette cure. Finalement, c'est un tour de passe-passe pour nous faire croire que la technique fonctionne. En plus, c'est hyper désagréable, il paraît. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas m'infliger ça, mais il faut boire de l'huile, on vomit, on est sur les toilettes toute la nuit, après il faut fouiller son caca. Non, vraiment pas pour moi. En réalité, lorsqu'on observe un intestin lors d'une coloscopie par exemple, il n'est absolument pas encrassé. Il n'y a pas de couche noire, immonde, collée à la paroi de l'intestin comme on veut nous faire croire. Cette soi-disant peau de crasse qu'on retrouve au fond des toilettes après cette autre cure, la cure Colo-Hygiena, finalement, c'est simplement le psyllium, les fibres qu'on consomme durant la cure, qui va faire un espèce d'amas gélatineux et qu'on veut nous faire passer pour une peau qui était collée à nos intestins. En plus, si l'intestin s'encrassait réellement, comment une alimentation physiologique, censée être adaptée à l'être humain, telle qu'on nous la vend, telle qu'on nous la prône en naturopathie, donc quelque chose de plus ou moins sain et omnivore,
comment ça pourrait nous provoquer de tels dommages? Ou comment ça peut nous provoquer de la constipation, par exemple? En HCLF, fini la constipation. J'ai aussi bien vite remarqué que les élèves autour de moi, passionnés de leur apprentissage, ce qui est normal, moi j'étais passionnée comme eux, eh bien, ils avaient tous des problèmes de santé plus ou moins importants, desquels ils n'arrivaient pas à se débarrasser malgré la mise en pratique de ce que nous apprenions en classe. Tous les bons conseils de nos professeurs naturopathes, bonne graisse, petits poissons, moins chargés en métaux lourds que les gros, viande blanche ou mieux viande sauvage, œufs de volaille nourris aux graines de lin pour les oméga 3, pas de produits laitiers évidemment, pas trop de fruits à cause du sucre, beaucoup de crudités, etc. etc. Bah, finalement, ça semblait pas tellement fonctionner, en tout cas pas sur eux. Lorsque j'ai changé d'alimentation, que je suis passée en HCLF, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui finalement ne m'avait jamais frappé auparavant. C'est la fatigue de mes collègues de cours après le repas de midi. Nos professeurs, finalement, ils adaptaient les cours pour que la première heure de l'après-midi soit plus ludique, sinon tout le monde s'endormait à cause de la digestion difficile des bons gras et des protéines. Bon, vous connaissez pas ça si vous venez d'un milieu universitaire, là, les professeurs s'en fichent complètement, et ils balancent leurs cours, et puis voilà. Mais là, on était quand même dans une école où on payait 15 000 francs suisses pour un cursus complet, donc les professeurs étaient quand même aux petits soins envers nous et ils essayaient d'adapter les cours. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la digestion difficile des protéines et des soi-disant bons gras, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai également été choquée de voir que le végétalisme était moqué au sein de la communauté naturo. Finalement, pratiquement à chaque cours, un élève ou un prof dénigrait le végétalisme. Comment peut-on dénigrer ce mode d'alimentation lorsqu'on s'endort en classe et en ayant plein de petits soucis de santé avec une alimentation omnivore? Et c'est là que j'ai eu le déclic. En réalité, je ne voulais pas soigner les gens. Je voulais agir en amont et éviter aux gens de tomber malades. Éviter à ces personnes de se sentir mal. Du coup, l'adage « soigner la cause et pas le symptôme » a pris tout son sens. Que doit-on manger pour ne pas tomber malade? Pour se sentir plein d'énergie? Pour pouvoir apprécier manger sans avoir peur de trop manger, sans arrêt peur de grossir, pour les femmes, pour les hommes aussi, je ne sais pas pourquoi je dis pour les femmes, les hommes c'est pareil, sans s'endormir à moitié après son repas. D'ailleurs, lors d'un cours, un professeur, petite anecdote, un professeur m'a demandé si j'avais un conseil parce que sa belle-fille était devenue végétalienne et elle prenait du poids. Elle voulait savoir comment je faisais pour garder la ligne en mangeant comme je mangeais. Des belles assiettes de féculents, beaucoup de fruits secs, etc. Je lui ai demandé ce que sa belle-fille mangeait. Évidemment, sa belle-fille de naturopathe, elle mangeait beaucoup de bons gras. D'oléagineux, d'huile de toutes sortes, de chocolat, bio et à plus de 75% de cacao, évidemment. Et mon professeur me sort la phrase typique. Mais pourtant, elle fait attention aux féculents, je comprends pas qu'elle prenne du poids. Oui, mais non. Ce ne sont pas les féculents le problème. Inutile de vous dire qu'elle a ouvert de grands yeux quand je lui ai expliqué mon mode d'alimentation et j'imagine bien que sa belle-fille n'est plus végétalienne actuellement. Voilà pour la petite histoire. Pour ma part, revenons à nos moutons, plus j'avançais dans ma transition omnivore à végétalienne, HCLF qui plus est, et plus ma santé s'améliorait. Plus de rhume l'hiver, plus de bronchite, plus de mal de cou, de moins en moins de migraines, plus de mycose, que ce soit mycose de la peau ou ailleurs, je vous épargne les détails. Migraines d'ailleurs qui revenaient ponctuellement après un repas très gras et protéiné, ce qui a confirmé que la digestion du gras et des protéines plombe la digestion. Fini les cystites à répétition, fini les gros symptômes prémenstruels et les douleurs de règles, fini le manque d'énergie, fini les siestes sur le canapé après le repas, etc., etc. Alors, c'est tout des choses dont je me suis rendu compte a posteriori, forcément, parce que quand vous êtes dans le truc, quand vous souffrez de toutes ces douleurs, de toutes ces maladies, de tous ces symptômes, vous ne vous en rendez pas compte. C'est a posteriori, vous vous en rendez compte. Et donc, bref, il y avait finalement que des avantages avec cette alimentation qui m'ont finalement
confirmer que je ne reviendrai pas à une alimentation conventionnelle. La seule chose qui n'a pas été soignée avec cette alimentation, c'est mes allergies à certains pollens. Je suis honnête, hein? Je suis honnête avec vous, je m'en suis pas débarrassée. Mais tout le reste, c'est fini. D'ailleurs, j'ai mon dossier médical qui est déposé chez un médecin généraliste que je n'ai jamais vu. Actuellement, j'ai jamais vu mon médecin généraliste. Et ça fait toujours rire les gens. Mais c'est vrai. Bon, je pense avoir fait le tour des points les plus importants. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez évidemment me les poser en commentaire. Et suivant le nombre de questions et leur pertinence, évidemment, je ferai une deuxième vidéo pour y répondre. N'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de partir et si vous connaissez des gens qui sont intéressés par cette formation, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Via Felicia à tous!